Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous retrouver pour ce deuxième numéro de l'année 2026 consacré au patrimoine sartois et à ses villages. L'émission Plus belle ma Sarthe est consacrée ce soir à la commune de Bernay-Neuvy en Champagne, un village dont nous allons parler dans un instant avec son maire, M. Hulot, et ses concitoyens. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on recevra Pascal Mariette, bien évidemment, pour revenir sur le patrimoine de Bernay-Neuvy en Champagne, ainsi que notre spécialiste du patois Fernand Lejar, qui sera accompagné de Jean-Pierre Guyard, le président de la Vimancelle et sartoise. Et puis, dans la troisième partie de l'émission, mon invité sera Emmeline Falampin, qui est présidente de l'association Un regard, un sourire, un toit. Voilà, tout est dit. Je suis heureux d'accueillir donc nos invités ce soir, à commencer par Monsieur le maire, Monsieur Hulot. Bonsoir et bienvenue dans l'émission. Vous êtes accompagné de Marie Vanier. Bonsoir. Et puis de Sébastien Letielleux. Bonsoir. Bonsoir. Comme je le disais en préambule, Bernay, Neuvy en Champagne. Monsieur le maire, vous allez nous dire que c'est une fusion de deux communes qui est née maintenant il y a quelques années. On peut faire un peu d'histoire. Oui, très brièvement. C'est le résultat de la fusion de deux communes, Bernay en Champagne, Neuvy en Champagne, qui a voulu mutualiser ses moyens, unir ses forces pour ne faire qu'une seule commune. C'est à l'époque Maurice Hamelin que je salue, puisque malheureusement il est décédé il y a très peu de temps. Oui. Et de la volonté de deux maires, eh bien, nous avons créé cette nouvelle commune le 1er janvier 2019. Alors cette réunification a donné lieu à une commune de combien d'habitants ? Alors on est 860 habitants à la population totale, hein, voilà, pour une superficie de 2513 hectares. Ouais. Voilà. Là, le mois de novembre dernier restera aussi comme une date importante, je crois, puisque dans les travaux, dans les choses qui ont été faites sur la commune, il y a la réfection, les travaux, la rénovation du centre-bourg. Ça, c'était quelque chose de... C'est pas la rénovation des centres-bourgs. C'est plutôt, on a voulu dynamiser par nos commerces. Hein. On sait très bien que c'est tout à fait prégnant, les commerces. Il n'y a pas que ça. Hein. Il y a les écoles, il y a la vie associative, la dynamique globale. Mais les commerces, c'est très, très important. Et on avait un bar-tabac-restaurant qui appartenait à la mairie, à la commune, avec un gérant. Et on trouvait que ça n'était plus, par sa disposition, de ses moyens, de son espace, eh bien, nous avons fait le choix de créer un nouveau commerce en centre-bourg, là où se trouvait l'ancienne mairie et l'ancienne poste de Bernay, pour donner un complexe tout à fait intéressant. On a eu la joie d'avoir monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, madame la présidente de région, 18 maires qui étaient autour de moi. Ah oui. C'était une très belle manifestation. Ouais, on peut parler d'un gros projet, d'un complexe immobilier, hein, c'est ça ? Oui, ouais. Tout à fait. C'est un complexe qui va accueillir aussi bien la mairie annexe, l'agence postale, que le bar, tabac, restaurant, avec des cuisines qui vont être à la mesure, pour pouvoir accueillir une cinquantaine de personnes. Voilà. Vous l'avez dit, monsieur le maire, le commerce est vital dans les villages. On voit bien la rareté, la difficulté qu'ont les maires en général à préserver, à maintenir, à développer même les commerces. Ça, c'est quelque chose auquel vous tenez, vous aussi, comme tous les concitoyens. Avec mon conseil municipal, on a accès là. Il est vrai que nous avions le bar-tabac-restaurant, nous avons aussi la boulangerie qui est malheureusement fermée parce qu'on met de l'argent aussi pour la mettre aux normes. Investir, c'est une chose. Ouais. Trouver la personne qui veuille bien travailler et s'y tenir, là, c'est une autre paire de manches. Ouais. Mais bon, on va tout mettre en œuvre pour justement être attractif. Hein. J'ai vu récemment aussi que vous aviez donné le nom de rue ou d'allée à deux femmes très engagées, on va dire, sur la commune. Ça, c'était l'année dernière, en 2025. C'est quelque chose qui vous tenait à cœur aussi ? J'ai donné beaucoup de noms, pendant 12 années de mandat. Et une femme qui était maire, la seule femme maire qui a été sur Bernay, qui a fait un mandat. Et puis, à la cantine, on a donné le nom également de Marcel Goupy, qui avait été cuisinière pendant très longtemps. Et un petit hommage aux agents aussi, qui tous les jours travaillent et qui font vivre la commune. Comment vous décririez justement votre commune, à ceux qui ne la connaissent pas ? Comment on pourrait la présenter aujourd'hui, on va dire forcément dynamique, parce que, eu égard au projet dont vous parlez, on se doute bien que c'est une commune qui bouge. Surtout que là, on a lotissement qui est terminé, on accueille des nouveaux habitants. Il n'y a pas une seule maison qui soit vacante. Oui, vacante si, mais qui soit à vendre et qui ne soit pas vendue dans les 2 mois.
on est très attractif. On est à 7 km de Conly, qui est quand même où il y a une gare, il y a tous les commerces de proximité, médecins, etc., avec tout ce que un jeune foyer peut attendre. Mais on est aussi, je ne parle pas de kilomètres avec Le Mans, parce que c'est une vingtaine de kilomètres, mais en un quart d'heure, je parle plutôt en temps, parce que ça parle mieux, en un quart d'heure, 20 minutes, vous êtes, un quart d'heure, vous êtes à l'entrée du Mans, et selon le lieu où vous travaillez, vous y êtes en moins d'une demi-heure. Le milieu agricole fonctionne encore? Il y a encore des agriculteurs? Beaucoup d'agriculteurs, oui. Et comment Et comment Peut-être, vous allez me dire, oui, il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, et il y en a une... alors aujourd'hui, on a 20 sièges d'exploitation, avec... Tout à fait étonnant, parce que vous pensez qu'on est une agriculture vieillissante, avec des gens qui sont près de la retraite, etc. C'est tout à fait faux, puisque la moyenne d'âge, elle est de 40 ans aujourd'hui, une quarantaine d'années simplement. On a beaucoup de jeunes agriculteurs, très dynamiques, très engagés. Donc c'est tout à fait, avec des productions céréalières, mais aussi on a encore des bovins, et on a aussi beaucoup de porcs. On a parlé tout à l'heure du projet immobilier donc, qui va se réaliser. Vous, quels sont les projets qui vous ont particulièrement marqué, on va dire, sur votre commune? Bon, il y en a eu beaucoup, on ne va pas refaire l'inventaire de tout, mais par rapport aux attentes de vos concitoyens, quoi, qui étaient vraiment... D'abord, on a mis aux normes tout ce qui était la station d'épuration. On a 2 stations d'épuration neuves qui nous ont coûté beaucoup d'argent, mais on a eu beaucoup de subventions. On a beaucoup construit des moyens pour attirer la population. On a une demande assez forte, donc c'est toujours un peu dur avec les lois qui évitent justement le grignotage des terres agricoles de pouvoir faire des lotissements, mais enfin on y parvient. On a vraiment une belle dynamique, 2 écoles encore, 2 écoles primaires, des espaces verdoyants. Ce que je veux dire, c'est que j'ai terminé... ce dont je suis un peu fier, avec mon conseil municipal bien évidemment, c'est d'avoir constitué des chemins de randonnée. On a 3 boucles, une de 5, 8 et à peu près 13 km. C'est donc des boucles qui attirent énormément de monde, parce que nous avons la rivière, qui est un lieu très attractif, aussi bien pour les pêcheurs que pour les promeneurs. La Vègre. Et oui. Et c'est vraiment un lieu de ressourcement. Les gens qui veulent travailler, qui vont passer leur journée au Mans ou dans un bureau, revenir en campagne, avoir un lieu où on peut s'oxygéner, où on peut changer d'air un petit peu, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Marie Vanier, vous êtes la directrice de Maison Familiale Rurale. Qui est peut-être le premier employeur d'ailleurs sur la commune. Oui, c'est ça. C'est un établissement que moi j'ai découvert à travers, bien sûr, sur place. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'y passe, quelles formations sont déployées, sont enseignées justement sur ce site, puisque c'est quand même un bel établissement. C'est un bel établissement. En effet, on a la chance d'être dans un cadre magnifique. Ouais. Donc nous, on accueille 205 élèves en formation à la maison familiale, de la 4e au BTS. Des jeunes qui sont tous en alternance. C'est notre cœur de métier en maison familiale, l'alternance. Donc en alternance, on a des jeunes de 4e, 3e. Toute orientation professionnelle qui vont découvrir un petit peu, qui vont avoir l'occasion à travers 3 stages dans l'année de découvrir différentes orientations et quel est leur projet pour la suite de leur formation après le brevet des collèges. On a 2 domaines de formation professionnelle ensuite, plutôt l'agriculture avec un CAP, un titre professionnel, un bac et un BTS. Et puis ensuite, on a un domaine professionnel orienté vers le service à la personne et l'animation du territoire. Avec là un bac pro SAPAT, service à la personne et animation du territoire, qu'on conduit conjointement avec la MFR de Coulan-sur-Gers. Et puis un BTS DATR, développement animation de projets territoriaux. Et est-ce que tout ça, vous arrivez à répondre aux besoins? Parce qu'on sait que dans tous ces domaines, il y a besoin de bras, quoi. Dans la Sarthe comme ailleurs. Mais C'est ça. En fait, on développe des formations en lien avec nos territoires et en lien avec les besoins. Et en effet, on a de très bons retours en emploi des jeunes. Alors, est-ce qu'on en forme assez? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, nos jeunes, je faisais le point avant de venir, et en effet, 95% de nos jeunes, après 3 ans de formation, sont en emploi. Et puis, on en a 4% qui, eux, sont toujours dans le circuit de la formation. Et puis un pourcentage aussi qui reste, on est sur autour de 1% de jeunes qui sont pour certains en création d'entreprise ou en recherche d'emploi, mais voilà, on a un très bon retour d'insertion professionnelle. Il y a une filière qui est plus attirante, on va dire, que les autres, non, pour tous les élèves par rapport
Non, Non, on est dans un milieu rural et c'est vrai que les formations agricoles fonctionnent très bien, mais on est aussi dans un secteur où on a besoin de personnes pour s'occuper de nos concitoyens, que ce soit auprès des personnes âgées, que des enfants, que dans le développement de projets justement pour animer le territoire. Et on a l'occasion de travailler avec l'association aussi du territoire pour mettre en place des projets. Donc voilà, on s'insère complètement dans la vie locale. Avant de vous donner la parole, Monsieur Hulot, c'est un endroit que vous avez ciré les bancs, on va dire, peut-être en tant que professeur pendant des décennies. Oui, 38 ans et demi à la maison familiale de Bernay, en tant qu'enseignant, directeur. J'y ai laissé mon cœur un petit peu parce que c'est vraiment une... Mais c'est un établissement qui était sur la commune, sur Neuville avant, je crois. Oui, et qui arrivait en 80 à Bernay. Donc vous avez connu l'aventure neuvilloise? Oui. D'accord. Non, j'ai pas connu. Non, j'ai pas connu. Mais je suis arrivé en 83 exactement. Et donc il n'y avait pas toutes ces formations qui étaient dispensées, quoi, j'imagine, au départ? Non, ça s'est beaucoup développé, mais je veux dire que Mme Vanier est très bien, puisque là, cette année encore, la rentrée dernière, vous avez monté en effectif. Donc ça répond vraiment à une demande croissante. Ah oui, la formation. Et puis c'est une formation par alternance de terrain, vraiment des jeunes qui sortent avec une formation professionnelle qui leur permet de trouver un emploi. Guéris, éprouvés, et puis ils sont opérationnels tout de suite. Bah oui, on le sait, on voit bien. En maison familiale, 50% du temps est passé en entreprise et 50% du temps à l'école. En fait. Voilà, c'est ça, l'alternance. Il y a deux statuts, il y a apprentissage. Au sein des classes, on a une mixité de statuts. Donc on a des jeunes aussi bien qui sont sous statut scolaire que des jeunes qui sont en apprentissage. Donc voilà, les mêmes nombres de semaines d'école en même temps. Mais certains vont aller voir un panel assez large du domaine professionnel qu'ils étudient, alors que les autres vont apprendre le métier, en effet, en tant qu'apprentis de salariés à mi-temps d'une entreprise agricole. Et ces jeunes, ils viennent principalement de la Sarthe, ou voire des départements limitrophes, ou peut-être d'un peu plus loin, peut-être aussi? On a plus de 90% de nos jeunes qui sont du territoire sartois. Alors par contre, on brasse tout le territoire sartois, notamment pour les formations professionnelles. Pour les formations 4e, 3e, on est un peu plus local. Mais c'est vrai que malgré tout, même en 4e, 3e, on brasse sur le département. Et puis, en effet, bac BTS, on va avoir des jeunes qui vont être dans les départements limitrophes. D'accord. Donc ça fait internat, ça veut dire que les jeunes vivent, consomment sur la commune aussi, sans doute, j'imagine, après les cours ou peut-être. Il y a beaucoup qui sont internes quand même. C'est aux portes de la commune, il y a tout ce qu'il faut déjà à bord. C'est ça. Et puis on les garde avec nous, on a quand même un règlement intérieur qui est c'est strict quand même. Ça existe encore. Ça existe encore, oui, ça existe encore. Donc oui, non, on a des jeunes en effet qui vivent sur le territoire malgré tout, pour surtout les BTS, je dirais, qui sont plus libres de leurs déplacements, je dirais, au cours de la semaine. Et là, dans les années qui viennent, il y a d'autres projets, il y a d'autres formations peut-être à propos desquelles vous réfléchissez, sur lesquelles il faudra peut-être se pencher aussi pour répondre aux attentes peut-être? Oui, alors on travaille en effet notamment dans le domaine agricole avec tous les organismes agricoles du territoire pour pouvoir répondre au mieux aux besoins. On sait qu'il y a un gros enjeu sur la reprise d'exploitation agricole dans les années à venir. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille. Un partenariat, il faut trouver des chefs d'entreprise. C'est très bien. Un appel au peuple, si jamais il y a des gens qui nous écoutent, en profiter. Ces deux invités, c'est qu'ils rayonnent bien au-delà des limites de la commune, et voire même au-delà. Au-delà, Les associations, ça aussi c'est important. Vous avez parlé tout à l'heure un peu de... Oui, une belle dynamique associative. D'ailleurs, là, ce sont deux associations. Donc, les deux plus... qui émergent le plus. Mais enfin, on a 15 associations avec 2 comités des fêtes. On a énormément d'associations on peut toujours trouver chaussure à son pied. La transition est toute trouvée avec Sébastien Letielleux, donc le président de l'Harmonie. Sébastien, depuis combien de temps? Parce que je crois savoir aussi là, que la genèse de cette histoire remonte assez loin. Alors moi, je suis président depuis 13 ans, mais l'Harmonie a été créée en 1942 par Pierre Moreau. D'accord. Et quelle est sa particularité, on va dire, déjà d'exister, parce qu'il y en a peu en Sarthe, dans le département? C'est vrai qu'il y en a de moins en moins, il y a de moins en moins d'harmonie, mais... nous, on fait beaucoup de choses. Enfin, on est assez dynamique sur le secteur. Donc, on est 35 musiciens. On fait une trentaine de prestations par an. Et à côté de ça, on a une école de musique avec des musiciens bénévoles, en fait. Enfin, des professeurs bénévoles. En fait, ce sont les musiciens de l'harmonie qui enseignent la musique. Et après, à côté de ça, on organise aussi le salon de l'instrument qui a lieu tous les ans, le deuxième week-end de septembre. Bon, j'ai lu aussi qu'il y avait 3 chefs musicaux, c'est ça? Alors 3 chefs,
tournent selon les dates, on va dire peut-être. Alors pas selon les dates, mais souvent non. En fait, ils ont chacun leur partie, on va dire, lors des concerts ou des choses comme ça. Ouais. Mais 3 chefs complètement différents avec une façon de mener la direction différente et une dynamique un petit peu différente. Ouais. Mais c'est aussi ça qui apporte aussi la variété à l'harmonie et la façon d'avancer dans les projets. Sérieux sans se prendre au sérieux. J'ai vu qu'à l'harmonie Sainte-Cécile, justement, il y avait une autre particularité, on va dire que c'est presque un atout, c'est aussi d'avoir des couples. On a beaucoup qui jouent parce que ça c'est... oui, en fait, 30 prestations dans l'année, on se dit que c'est aussi 30 répétitions. Donc il faut que les gens il faut aussi que le conjoint et la conjointe acceptent aussi que le musicien soit parti relativement régulièrement. Donc c'est vrai que c'est plus facile aussi quand on est en couple, on se voit quoi. Et l'école de musique, c'est combien de jeunes ou moins jeunes peut-être? Alors c'est une vingtaine d'élèves, ça va de... Le plus jeune va de 8 ans et le plus ancien a une petite 50aine d'années. Alors c'est une petite école qui n'est pas là pour se prendre la tête, hein. On est là vraiment pour enseigner d'une façon sérieuse et académique en fait. On apprend les notes, on apprend les rythmes. Voilà, dans l'idée, le but principal de l'école, c'est d'intégrer l'harmonie en fait. On ne fait pas que ça, mais son but principal, c'est ça en fait, c'est de réintégrer, de faire intégrer les musiciens au rang de l'harmonie. Sébastien, l'année 2026 débute, vous connaissez un petit peu votre calendrier, votre programme, les premières dates, ou la première date peut-être pour votre groupe? La première date, on va faire un concert au printemps, concert du printemps, alors on espère à Neuvy peut-être. Après, on se tourne vite vers au mois de mai, les commémorations, parce c'est une harmonie qui est un petit peu sur trois secteurs, on va dire. Donc les concerts, évidemment. On fait aussi tout ce qui est au bas d'extérieur, carnaval, les choses comme ça. Et puis après, évidemment, tout ce qui est commémoration, comme les 8 mai, les 11 novembre. Il y a plus beaucoup d'harmonies qui pratiquent encore les commémorations, mais pour nous, c'est important encore de faire vivre ces moments-là tout au long de l'année. C'est très important, je veux vous dire. Hein, je me permets parce qu'une harmonie qui est là, la musique est là dans les moments, ça vous donne le frisson, je vous donne. Hein, c'est très important. Je voulais dire également, c'est qu'on a permis quand même à l'harmonie de pouvoir s'épanouir pleinement en mettant à disposition des locaux que nous avions fait il n'y a pas très longtemps, l'espace Gilbert Laloux, en 2017, et qui leur permet d'avoir des petites salles pour répéter. Et puis une salle de répétition pour pouvoir se réunir. D'accord. Est-ce que c'est là que se tient aussi le salon de l'instrument au mois de septembre? Exactement, c'est au même endroit. Donc en fait, on vient accoler à la salle parce que la salle n'est pas assez grande pour l'événement. Donc du coup, on vient accoler des barnums tout autour de la salle et on arrive à une centaine de mètres linéaires d'instruments de musique, ce qui est quand même relativement conséquent parce que évidemment, sur un mètre, on en met plusieurs. Donc non, c'est un bel événement convivial, familial et avec un but principal, ça a été, lors de sa création, c'était de pouvoir s'équiper en instrument de musique à un moindre coût en fait. Parce qu'on sait très bien qu'un instrument, ça a un coût relativement élevé. Et donc le salon, ça a vraiment été de mettre une petite pierre à l'édifice en se disant que on peut faire de la musique en achetant un instrument, même s'il est un petit peu âgé, il n'y a pas de souci, il peut faire le job. D'accord. Bon, super, bravo en tout cas. Merci. Bravo à vous, puis bravo à toute l'équipe. L'harmonie Sainte-Cécile, donc Bernay, Neuvy-en-Champagne. Marie Vanier, merci. De rien. Monsieur le maire, je vous invite à rester avec nous, avec nos chroniqueurs et Pascal qui va reparler du patrimoine de Bernay, Neuvy-en-Champagne. Monsieur Le Thielleux, bonne route en 2026 avec l'harmonie. Voilà, restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'émission avec nos chroniqueurs habituels. Bernay Neuvy-en-Champagne est à l'honneur ce soir dans Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au village, au patrimoine sartois, dont nous allons parler dans un instant avec Pascal Mariette. Le temps pour moi de vous dire que nous sommes heureux de retrouver Fernand Lejar, notre spécialiste du patois sartois. Bonjour. Et membre de l'association ELA. Absolument. Et Jean-Pierre Guyard, bien évidemment, de la Vie Mancelle et Sartoise, le président qui nous parlera du dernier numéro de la Vie Mancelle, bien évidemment, qui vient de sortir en kiosque. En kiosque, tout à fait. Voilà. Mais dans l'immédiat, Pascal Mariette a enregistré un petit message, justement, pour revenir sur le patrimoine de Bernay Neuvy-en-Champagne. Aujourd'hui, nous parlons de Bernay Neuvy-en-Champagne, ces deux communes qui sont fusionnées ensemble, donc beaucoup de patrimoine. On va commencer par la magnifique église de Neuvy-en-Champagne, qui est certainement une des plus belles églises romanes de la Sarthe. C'est l'église Saint-Laurent que vous voyez à l'image, une fois sous le soleil, une fois sous la pluie, mais
il faut regarder absolument cette abside semi-circulaire qui est vraiment un modèle de l'architecture romane telle qu'on la trouve dans le Poitou. Alors on voit ces petits chapiteaux qui sont sur les façades, les absidioles de chaque côté, et puis on a de magnifiques portes d'entrée aussi qui représentent bien le XIIe siècle. Alors sous les toitures, on voit les petits modillons, ces petites statues qui sont sous les corniches du toit. Et puis vraiment, elle est dans son jus, cette église. Donc nous avons ici une porte, la porte latérale romane, avec évidemment la petite pierre pour que le crieur puisse dire la bonne nouvelle à la population. Ici, si vous regardez sur les murs, il y a toujours des marques, des choses qui sont écrites. Une petite référence à 1818 où il y a dû y avoir des travaux sur l'église. Et puis la porte d'entrée, on rentre dans cette église qui est totalement dans son jus de l'époque romane avec des jolis chapiteaux, et puis ce baptistère à l'entrée aussi, très ancien, qui est magnifique. Et de l'autre côté, il y a cette plaque funéraire, qui est la plaque funéraire de Monsieur de Girois, Antoine de Girois, qui était chevalier de l'ordre du roi et qui est enterré dans l'église. Alors, cette stèle est vraiment intéressante par son dessin. Et puis, si vous vous rendez dans le chœur, ce magnifique chœur roman, vous allez y trouver des stalles, vous allez trouver les petites colonnes qui représentent tout à fait cette architecture. Vraiment, on a un petit bijou. Là, on est vraiment dans un petit bijou de la Sarthe. C'est vraiment magnifique. Alors, comme c'est riche, on va continuer notre visite et on va se rendre dans le bourg. Alors, évidemment, vous regardez bien partout, hein. Il y a des petites statues, des tas de choses à voir. Visiter, c'est souvent ouvert, c'est facile d'obtenir les clés. De l'autre côté, juste pas très loin de l'église, on l'aperçoit au loin, il y a ce magnifique petit logis qui est dans le bourg. C'est vraiment un petit logis qui remonte après la guerre de Cent Ans. On est 15e, 16e siècle. Et regardez les ouvertures. On a ces magnifiques ouvertures avec ces traverses vraiment dans l'esprit de l'architecture de cette époque-là. Et sur cette commune, il y a aussi d'autres éléments architecturaux. Je voulais parler du château de la Renaudière en particulier, qui est un château du 15e siècle, mais qui a été remanié plusieurs fois, dont une fois au 19e siècle. Et c'est vraiment un petit château intéressant. Et puis là, on a ici le logis, le manoir de la Roche-Tabary, aussi de la même époque, d'une époque qui est après la guerre de Cent Ans. Il y a des parties du bâtiment qui sont du 15e et 16e siècle. Et comme c'était plusieurs bourgs, je vais vous parler, là c'est le four à chanvre, qui dépend de ce manoir de la Roche-Tabary. Bernay-en-Champagne, l'autre commune, il y a un château qui figure dans le paysage, c'est le château de Bordigné. Alors le château de Bordigné, lui, il a été construit au XVIIIe siècle et en 1948, la comtesse de Huillet a fait don de sa propriété à la congrégation des Carmes, qui s'est transformée en monastère jusqu'en 1973. Et puis ensuite, en 1976, ça devient la maison familiale rurale où s'installe ce centre de formation qui est encore en action aujourd'hui. Et on a vraiment un très beau site à la sortie de Bernay. Bon, là, c'est sous le soleil, c'est beaucoup plus joli à voir et on le voit très bien de la route. C'est vraiment un élément du patrimoine de Bernay important. À Bernay, il y a aussi quelques petits trucs à voir. Il y a un lavoir privé en particulier, vu du lavoir public. Et puis, si vous allez dans l'église, allez voir ce baptistère aussi qui remonte à l'époque mérovingienne. Ensuite, si vous allez dans le cimetière, il y a cette chapelle, la chapelle Sainte-Anne du XVIe siècle. Elle a été construite en 1552 par le curé de Bernay. Allez voir. Et au pied de cette chapelle, il y a les tombes de soldats d'Afrique du Nord morts en 1941 sur la commune. C'est assez intéressant puisque c'est assez rare de voir ces tombes, avec évidemment les signes de la religion musulmane. Ensuite, on va parler d'un site historique, c'est le Pas. Si vous vous rendez à Saint-Julien-le-Pauvre, qui est une commune qui a été rattachée à Neuvy au début du XIXe siècle. Alors, il y a la ferme du Pas. Et qu'est-ce qu'il y a dans la ferme du Pas ? Eh bien, il y a 2 pierres de Roussard, dont une porte la marque, celle qui est à l'image, porte la marque, d'après la légende, du Pas de Saint-Julien. C'est le moment où il aurait jeté son marteau pour que le marteau atterrisse à un lieu donné, le lieu où on va construire sa cathédrale, où Saint-Julien aurait construit sa cathédrale. Pour le marteau, si vous voulez le voir, il faut aller dans les Pyrénées, au nord de Pau, dans une commune qui s'appelle Serre-Castet, qui est un lieu de pèlerinage. Mais est-ce que c'est vraiment le marteau qui était à Saint-Julien-le-Pauvre ? Point d'interrogation.
Ensuite, je vous propose d'aller à Saint-Julien-le-Pauvre pour voir cette magnifique église Saint-Julien. L'église Saint-Julien qui a été restaurée il y a très peu de temps. Une magnifique restauration, quelques images de la restauration. Mais surtout, si vous allez à Saint-Julien-le-Pauvre, vous pouvez regarder effectivement cette ambiance puisqu'elle est encore entourée de son cimetière. Donc là, on a la restauration de l'église avec ses enduits. Mais juste à droite, là, au bout de l'allée, eh bien, allez voir cette magnifique croix qui domine le paysage. Il y a une magnifique croix. Voilà, une croix qui est ici, qui est certainement 15e, 16e siècle. Et elle s'ouvre sur le paysage, c'est vraiment intéressant d'aller voir. Puis, n'hésitez pas surtout de rentrer dans l'église, où là, vous allez voir de magnifiques terres cuites qui viennent d'être restaurées, qui représentent pour une la scène, l'autre la nativité et l'autre la mise au tombeau. Ce sont vraiment des éléments, vous allez voir la restauration avant et après à l'image. Donc là, c'est la restauratrice qui a repris la restauration de la mise au tombeau, mais surtout, ces aplats qui sont intéressants de la scène et de la nativité. Donc vous rentrez à l'intérieur, c'est vraiment des œuvres d'art qui mériteraient presque d'être dans des musées. Et bravo à la municipalité qui les a faites restaurer il y a très peu de temps. Et là, on a la mise en couleur telle que vous allez pouvoir les voir maintenant, puisqu'il y a quelques années, la couleur avait un petit peu disparu, un petit peu ce qui a été fait dans la cathédrale avec les Saint-Étienne, voilà, et toutes les statues de la cathédrale. Et puis, une dernière restauration, et bravo à monsieur le maire, monsieur Hulot, qui est le tableau de la fuite en Égypte, qui a retrouvé ses couleurs aussi. Donc vraiment, c'est une commune qui a vraiment très, très bien restauré son patrimoine, et bravo à monsieur le maire. Eh bien, merci, mon cher Pascal, que l'on retrouvera la semaine prochaine dans Plus belle Massarthe. Monsieur le maire, on vous a félicité. La restauration, notamment. Oui, enfin, je tiens quand même à y associer quand même tout le conseil municipal. C'est un travail d'équipe, bien sûr. C'est un travail d'équipe. C'est vrai que j'ai une sensibilité au patrimoine. Je voulais rectifier une toute petite chose concernant monsieur Mariette, là, par rapport au château de Bordigné. Il est du 19e, il a été construit entre 1810 et 1830. C'est du néoclassicisme, ce qu'on a. Et voilà, c'est la petite chose. Mais sinon... Très, très belle présentation. Ouais, on a découvert plein de choses, en fait, grâce à lui, grâce à... c'est vraiment... très riche. Bon, alors, cette restauration de cette église Saint-Julien et de ses retables, c'est vraiment une fierté pour nous. C'est la responsabilité aussi, quand on est propriétaire, de transmettre un patrimoine aux générations futures, ce que nous avons essayé de faire malgré des temps économique un peu difficile, mais enfin, on essaie de faire avec des aides et avec une association, l'association de Bernay-Neuvy-en-Champagne, il y a des amis de Saint-Julien-le-Pauvre. C'est très important, justement, d'avoir des associations qui militent avec une présidente, Madame Cicino, qui s'y donne vraiment beaucoup. Ouais. Bon, pour tous ces passionnés, on va justement passer à l'énigme de Pascal. Eh bien, l'énigme du jour, c'est au Moyen-Âge, la commune de Bernay était réputée, dans le Maine, pour sa production de, point d'interrogation, A, de fromage, B, de pierre de qualité, C, de toile de lin très fine, ou D, de charbon. À vous de jouer chez vous, bien évidemment, et à nous de jouer aussi, sachant que, bon, monsieur le maire, vous n'allez pas nous dire tout de suite la réponse. Non, je vais la donner. Je pense que Fernand a peut-être une petite idée aussi. Oui, c'est la pierre, je connais bien la pierre de... Bon. Bernay pour l'avoir travaillé. Monsieur Jean-Pierre, c'est ce qu'il aurait... Je n'ai pas travaillé, mais je la connais. Oui, bon, d'accord. Et moi, je pense que s'il y avait des choisir, j'aurais choisi la pierre aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, parce que Pascal a parlé de belle pierre tout à l'heure. On va écouter donc sa réponse. C'est la pierre. Effectivement, la carrière où on extrayait la pierre pour construire en particulier la cathédrale du Mans venait de Bernay. Et dès le Moyen-Âge, c'était dès le début du XIIIe siècle, quand on a agrandi la cathédrale, quand elle est passée du roman au gothique, cette pierre a permis de construire la tour, le chevet, le transept. Vraiment, c'est une pierre de qualité et aujourd'hui, elle n'a quasiment pas bougé. Merci encore Pascal. Mon cher Fernand, vous avez appris des choses aussi à travers ce que vient de nous raconter la carte postale de Neuvy-Bernay-en-Champagne. Vous qui êtes un nordiste, mais là... Je connais un peu du fait ma passion pour la sculpture et la taille. Et je dirais qu'en Sarthe, on a la chance d'avoir deux endroits où il y a des pierres absolument extraordinaires. C'est Bernay, certes, mais Vilaine-la-Carrelle aussi. On a du calcaire marbré qui est absolument... Il y a
19 km de galerie à oui, d'accord. Bon, de cela, on reparlera un autre jour, parce que, mon cher Fernand, si vous êtes là, c'est pour nous parler en patois, bien évidemment. J'ai dit que vous étiez un passionné, vous étiez aussi patrimoine, mais vous êtes aussi un nostalgique. On va dire que vous allez revenir à travers votre petit mot sur je vais revenir un événement de la fin d'année dernière. Sur une fête qu'on a fêtée, voilà, une petite quinzaine de jours, quand même, qui est Noël. J'aurais aimé faire ce compte avant, mais après tout, pourquoi ne pas le faire après? Ça fait du bien quand même de débuter l'année sur une belle histoire. Une belle histoire. Je vais vous parler de la vigile. La vigile, c'est la veille de Noël. L'après-midi, le tantôt, on ne travaille pas, ce serait péché. Les hommes, après avoir affouré les gros animaux et les avéras, ils s'en vont chercher le cabarouet et ils vont chercher dans la grange le terre-fouet qu'ils vont emmener dans la cheminée, qu'ils vont allumer avec des bourrées. Si le terre-fouet il brûle plus de 3 jours, s'il y a une fille à marier dans la maison, elle se mariera dans l'année. Pendant ce temps-là, les femmes préparant une collation pour nos gens, bien sûr, et les voisins qui vont venir nous accompagner à la messe de minuit. Nous, les galopiaux, on est là, on donne à chacun, quand ils sont bien réunis autour de la bonne fouet, du terre-fouet, on leur donne des châtaignes bien grillées. Et ils doivent nous payer. Oh, l'aiguillette, elle est pas chère. Ils doivent nous donner une châtaigne bien décortiquée. À 11 heures, tout le monde prend ses flopes. On a mis des grosses chaussettes sous nos pattes et surtout on met une bonne poignée de paille dans les pilons pour pouvoir avoir frais. Parce qu'il faut vous dire que les quelques kilomètres qu'il y a pour aller à la messe de minuit, la bise nous sigle la goule. On est bien heureux d'arriver, malgré que dans l'église, bon Dieu, qui fait frais. On s'aplatonne bien les uns à côté des autres pour pas perdre de la chaleur. L'office, à nous, les gamins, elle nous paraît bien longue. On est bénisse quand on entend monsieur le curé dire « ite misses ». Et je peux vous dire qu'on n'est point les derniers à quitter l'église. Le long de la route, en rentrant, on tape de la patte, on terpe de la patte. Pour se réchauffer, c'est sûr, mais aussi pour essoigner et éloigner le plus loin possible les birouilles. Les birouilles, c'est ces êtres exceptionnels qu'on a dans notre imagination de gamin. Les plus petits, j'en faisais partie à l'époque, on tient ben d'huité dans notre poque la robe de notre mère. Arrivé devant la porte, maman est décrouille là, et on entre, on est tout émoillé à l'idée de savoir que le Père Noël, il est passé pendant qu'on était à la messe de minuit. On s'approche près de la cheminée et dans nos souliers du dimanche, on voit, comme l'année dernière et comme les années à venir, un sabot en chocolat avec un petit Jésus en sucre dedans et une orange. Cadeau d'extra pour nous. Ah, ben exceptionnel pour vous de nuit, bien sûr. Mais il faut savoir qu'à l'époque, la seule orange qu'on mangeait, c'était l'orange de Noël. Elle était bobelinée dans un papier souple qu'on appelait un papier de soie. Ce papier-là, on voulait le garder. On le prenait et on le mettait entre 2 pages d'un grand livre ben à plat. Faut vous dire que l'orange, on mettait du temps avant de l'éplucher. On n'osait point trop la manger. Et quand on le faisait, on prenait les plures, on les mettait sur la cuisinière qui était encore chaude et une bonne sente se répandait dans la maison. La joue, dans un vieux grimoire des années 50, j'ai trouvé un papier
soie. Dessus, il y avait corps le dessin de l'orange en tranches. Je l'ai pris dans mes poches, je l'ai approché de ma goule. Là, mon cœur s'est un peu accéléré. 2 larmes se sont mis à perler sur mes joues. Je crais bien qu'il sentait corps l'odeur de l'orange de ma petite enfance. Merci, bravo Fernand pour ce texte bien senti, bien appris et on va dire intemporel, hein, parce que c'est vrai que voilà, on se souvient dans notre enfance. Hein. Voilà, c'est ça. On se souvient que l'orange, je l'avais trouvé tout de suite. Nos aînés, c'était le fameux cadeau, l'un des rares cadeaux qu'on pouvait avoir à Noël, qu'ils pouvaient avoir à Noël, quoi. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui pour les jeunes, parce que aujourd'hui ils auront. Ben oui, c'est sûr. C'est les clémentines aujourd'hui. C'est la clémentine à Noël ou au premier de l'an. Bravo Fernand. Un ou deux petits mots. Allez, pour couronner tout ça. La vigile. Alors, la vigile. Vous savez ce que c'est que la vigile? C'est la veille. C'est la veille de Noël. Comme on dit, la vigile pascale aussi. La vigile pascale. C'est la veille d'une fête religieuse. D'une grande fête religieuse. D'une grande fête religieuse. Terre-fouet. Le terre-fouet. Le terre-fouet. C'est un terme qui est pratiquement plus usité à cette heure. Monsieur le maire, vous savez? C'était une grosse bûche, non? D'accord. C'était alors les terrouets. Ça vient des terrouets, ça vient. D'accord. Quand on abattait une terrouesse qui était trop vieille, la tête et les racines, on les mettait dans le fond d'une grange, on les laissait là pendant des années à bien sécher et on les allumait pour Noël. D'accord. Ça servait de bûche de Noël. Bon, ok. Un petit dernier parce qu'il faut qu'on parle de la vie mancelle et sartoise. Alors, abouter. À être contre. Être contre. Ah non. S'abouter sur quelque chose. À finir. C'était s'accoter. D'accord. S'abouter, mais on disait abouter le travail. Abouter, c'était finir le travail. C'était terminer le travail. On en va abouter le travail. C'était le terminer. D'accord. Ça m'aboute aussi. D'accord. Ça m'aboute. Ça m'aboute quand on n'avait pas fini. Ouais. Faut que j'aboute. Comme les petits. Je viens de saillir en forme. Machin-là, je vois le changement. Et ce style-là, il va bien m'abouter. Oui, il va bien m'abouter. Il va m'emmener jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin. Bon, merci Fernand. Merci, à bientôt. Hein. Et bravo encore pour ce texte bien senti et qui nous a tous émus, y compris Jean-Pierre. Ah oui, tout à fait. Est-ce que le numéro de la vie mancelle est bien abouti? Le dernier numéro qui parle des guerres de religion dans la Sarthe. Des guerres de religion, effectivement, j'ai tenu à préciser que ce sont des guerres de religion du XVIe siècle. Oui. Puisque il y en a eu 8. D'accord. Quand même. Oui, à cette époque-là, ça avait tendance. Alors, l'origine des guerres de religion, disons que c'est assez facile. Il y avait un petit peu de laisser-aller par rapport dans l'Église. Ils avaient un certain train de vie. Et puis, donc, il y avait les indulgences. C'est-à-dire que les riches, ils donnaient un peu de sous. Et puis, ils avaient le droit de faire ce qu'ils voulaient. Eh oui. Bon, et puis, il y a un dénommé Calvin, un dénommé Luther. On dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? On va remettre de l'ordre dans la boutique, si je puis m'exprimer ainsi. Et c'est comme ça que la réforme est née. Bon, ne dites pas tout, Jean-Pierre. Hein. Faites un peu de teasing pour évoquer tous les sujets dont il est question dans ce numéro. Tout à fait. De façon plus souriante, un sujet sur Jeanne Rabach. Que certains connaissent, comme moi, le fameux restaurant de Madame Rabach. La mère Rabach. La mère Rabach. Et attention, c'est pas un terme pour galvauder la mère Rabach. Parce qu'à Lyon, il y avait la mère Brasier, et là, il y avait la mère Rabach. C'était un personnage. Avec une cuisine familiale. Il y avait de l'abondance, on va dire, à profusion. Puis il fallait manger, parce que... dites donc, les gars... C'est pas bon, mon pâté? C'est dit que c'est pas un bon que vous n'avez laissé. Ça y plaisait pas. Mettez la main sur l'épaule, dès que tu as rien dans le ventre, là, tu manges pas ton assiette. Il en restait dans le plat. Elle prenait la cuillère, allez, un petit peu à chacun, et puis comme à la cantine. Bon, donc c'est une belle histoire sous la plume de Daniel Levoyer, qu'on pourra découvrir dans ce numéro. Bon, un peu plus étonnant, les questions d'une soucoupe. Là, j'avoue que... La soucoupe volante, oui, effectivement. Alors, le comité des fêtes, comme maintenant, ils font venir au port. Mais à cette époque-là, ils se creusaient quand même pas mal la tête dans les années 50. Comment qu'on va faire arriver le Père Noël? Et puis, ils avaient trouvé une idée, parce qu'ils avaient un copain qui était aux ailes du Maine, qui était un peu bricoleur. Ils avaient fait une maquette de soucoupe volante.
Eh oui. La soucoupe volante, elle est arrivée place de la République, et c'était très bien fait, parce qu'il y a 2 gars qui sont sortis de là-dedans, le Père Noël et puis son pilote. Alors là, c'était quand même quelque chose qui avait marqué. Hein. Ouais. Donc là aussi, c'est une aventure à découvrir. Ah oui, tout à fait. Dans votre dernier numéro. Et puis j'ai noté qu'il était question de sport également, avec un sujet sur la boxe et un ancien champion de France, Pierre Migné. Pierre Migné, oui, effectivement, ancien qui a été champion de France. Juste il a eu qu'un titre de champion de France, mais effectivement, sa veuve vit encore à bonne étable aujourd'hui. Et c'était quand même un personnage, Pierre Migné. Et sachant que la boxe était une place forte, Le Mans était une place forte de la boxe dans les années 50. Quoi. Après Paris, il y avait beaucoup de boxeurs qui venaient boxer au Mans. Il y avait des salles ad hoc aussi. Vraiment, c'était. Sa veuve m'a dit l'autre jour au téléphone, sans compter, qu'il a entraîné Jean-Claude Boutier. Le Lavallois. C'est-à-dire qu'il servait plutôt, à mon avis, de sparring partner plutôt que d'entraîneur. C'est celui qui se ramassait. Bon, Jean-Pierre, on a mis l'eau à la bouche un peu à nos téléspectateurs. Il y a quelque chose d'autre à raconter que vous souhaitiez mentionner peut-être Peut-être, on en parlait tout à l'heure, cette brave enseignante, jeune enseignante, qui faisait de la résistance, et qui est toujours vivante. Et moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est quand même qu'il fallait une belle santé pour faire de la résistance, d'une part psychologique et physique, parce qu'elle partait de Ruillé et elle montait à Mamers en vélo. Ruillé-sur-Loire, Mamers, aller-retour. Et elle avait dans le guidon, dans les poignées elle avait des tas de messages qu'elle transmettait. Bon, et puis pour la petite histoire, c'est un sujet qui est écrit par M. Hinault. Voilà. Dans la Vimancelle et Sartoise. Oui, mais il n'a rien à voir avec le vélo et il s'occupait des dents de ses patients. Bon, merci Jean-Pierre d'être passé. Un très bon patoison. Ah aussi ? Bon, voilà, une double raison de lire la Vimancelle et Sartoise. Il n'y a pas de problème. Merci Jean-Pierre, merci Fernand. Monsieur le maire, monsieur Hulot. C'était un vrai plaisir. Un plaisir partagé de nous avoir fait découvrir Bernay-Neuvy en Champagne. Oui. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant avec Emeline Falampin pour parler de l'association Un regard, un sourire, un toit. A tout de suite. Un regard, un sourire, un toit, c'est le nom de l'association présidée aujourd'hui par Emeline Falampin, une association née il y a une dizaine d'années sous l'égide et sous l'impulsion, on va dire, sous la férule souriante de Jean-Luc Catanzaro. C'est bien ça, Emeline ? Exactement, c'est bien ça, il y a une dizaine d'années par Jean-Luc. Ouais. C'était quoi la vocation ? Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu la genèse de cette histoire ? Pour qui ? Pourquoi ? C'est un projet qu'il a mis en œuvre suite à une rencontre, en fait, puisque dans son parcours personnel et professionnel, il a eu l'occasion de côtoyer des personnes de la rue et il a eu l'idée de tous les réunir autour d'un grand repas de la solidarité, ce qui s'appelait il y a 10 ans, effectivement, le repas de la solidarité. Et il y a eu plusieurs actions. Il y avait des coiffeurs qui ont été dans la rue pour proposer des coupes, en fait, tout simplement. Et il y a ce dîner en parallèle. Et lors de ce dîner, il y a eu un échange entre un jeune qui était un apprenti serveur, qui est venu donc apporter le repas à une personne de la rue. Et il y a eu un échange entre les deux. Il y a eu un regard d'un côté, un sourire de l'autre. Et donc, ça a été vraiment l'impulsion de cette belle action qui est devenue une association. D'accord. Et donc, en début décembre dernier, au stade de Marie-Marvin, on peut dire que tous les médias ont fait le relais de cette initiative et c'est super, bravo à vous en tout cas, de cette manifestation, de tous vous retrouver au stade Marie-Marvin, je dis tous. Vous pouvez pas, c'est pas extensible non plus, mais c'est de convier, on va dire, tous ces gens, toutes ces personnes dans un moment de chaleur, dans un endroit chaud pour leur venir en aide et puis leur offrir quelque chose, quoi. C'est devenu un rendez-vous, en fait. Ouais. C'est-à-dire que c'est donc la 7e édition de ce qu'on a appelé le Noël des sans-abri, pour faire simple, où effectivement, on convie les personnes qui sont en situation de grande précarité, qui sont des personnes qui sont accompagnées par les associations en général, donc qu'on peut rencontrer à l'occasion des maraudes ou lors des collectes en général. Et donc, c'est un moment d'échange, en fait. C'est vraiment l'idée de se dire, c'est un moment dans l'année où on vient faire la fête, entre guillemets, tous ensemble. Je dis entre guillemets, mais c'est vraiment la fête. C'est une soirée qui est assez extraordinaire parce qu'il
Il n'y a pas de carton d'invitation, on ne va pas aller cocher, toi tu viens pas, vient qui veut, vient qui peut. On met en place du transport, donc on a un super partenaire qui nous met à disposition des cars avec des accès PMR pour des personnes en fauteuil, parce qu'on en a parmi nos invités. Et après sur place, grâce à ce super partenariat avec le stade Marie-Marvin, avec le Mans Stadium, on peut proposer tout un tas d'animations, tout un tas tout simplement de choses qui changent un petit peu de leur quotidien. On a les coiffeurs qui sont là, qui sont un soutien incroyable parce que d'année en année, en fait, il faut se dire que pour ces personnes-là, parfois, c'est la seule coupe de l'année, en fait. Parce qu'il n'y a pas de jugement, on est tous à égalité. Il y a tout ce qui est le repas aussi est offert, toute la matière première, la confection du repas par les grands chefs et les équipes du lycée Sainte-Catherine. Donc les grands chefs, c'est notamment Jean-Marie Barbotin et Pascal Robin qui sont avec nous depuis quelques années déjà. Et on fait un repas assis. Voilà, on fait un bon repas de fête assis. Il y a aussi de l'animation, il y a de la musique, il y a Samouraï 2000. Enfin, vraiment, on est tous là et il y a 0 € de dépensé pour cette soirée. Ça, c'est assez fou de se dire qu'on peut réunir autant de bonne volonté en ces temps. Toutes les entreprises qui y participent. Alors, ça, c'est une soirée, mais le but, c'est de pouvoir reloger tous ces gens, quoi, j'imagine. Le but derrière tout ça, c'est effectivement de mettre en lumière ce qu'on appelle l'intermédiation locative, qui est un nom un peu barbare pour dire on loue des logements du parc privé à des personnes en situation de grande précarité par le biais des associations, des opérateurs qui sont reconnus sur le territoire. Donc moi, je suis propriétaire d'un logement, d'un appartement, je le mets en location auprès de Tarmac et Tarmac trouve le meilleur candidat pour habiter ce logement. Si au bout des 3 ans, on voit qu'il n'y a pas de souci, on a envie de faire glisser le bail, eh bien la personne peut devenir donc le locataire principal. Des personnes seules, vous avez des familles, des jeunes, des plus jeunes peut-être au fil des années. Alors en fait, c'est un peu ça presque la difficulté, c'est qu'il y a tout type de profil. Cet été, on a assisté à une remise de clé d'une maman qui était seule avec ses 5 enfants qui étaient à la rue, qui dormaient à la gare, qui dormaient dans la rue avec ses 5 enfants. Donc certains étaient grands, celui qu'on a rencontré notamment avait 16 ans. Mais ça nous a permis de voir la réalité il y a aussi des familles de gens qui sont vraiment dans des situations de grande précarité, mais il y a aussi des hommes seuls, des femmes seules, des couples. Il y a un peu tous les profils. L'objectif pour tous, c'est de voir enfin la lumière, on va dire, au bout du tunnel, quoi. D'espérer qu'un jour, le plus rapidement possible, ils puissent la voir, cette lumière. C'est proposer des solutions différenciantes, c'est ça. C'est proposer des solutions qui existent en fait sur le parc, mais qu'on n'exploite pas assez. Nous, on n'a rien à y gagner, hein. Clairement. On est une association, on ne touche absolument rien de tout ça. En revanche, plus on capte de logements, plus on sait qu'on peut mettre à l'abri des personnes qui sont dans des situations catastrophiques. Donc nous, on a tout intérêt, effectivement, on a choisi de mettre en avant cette action-là, de mettre en avant l'opérateur qui est Tarmac, qui est donc aussi une agence immobilière solidaire, et de proposer cette solution. Parce qu'en fait, pour les propriétaires, et c'est ça qui est important, c'est complètement transparent, c'est vraiment une sérénité dans la gestion locative, et il n'y a pas tellement de risques en réalité, parce que souvent, moi-même, je suis propriétaire. Les premières alertes qu'on m'a dit, c'est ton logement va être dégradé, tu vas jamais être payé, ça va être un carnage. Faux, archi faux, complètement faux, puisque mon logement, il est, comme il y a des travailleurs sociaux qui viennent souvent, mon logement, il est sous surveillance, c'est le cas de le dire. Mon loyer est payé rubis sous l'ongle tous les mois parce que je loue à l'association, et tout se passe bien en réalité. Donc, c'est des fausses craintes, et nous, on combat au quotidien ces fausses craintes. Emeline, ce sera le dernier mot. Donc on espère qu'il y aura de plus en plus de propriétaires. Voilà, si on devait résumer, c'est ça. Et de moins en moins de demandeurs. Exactement, de plus en plus de propriétaires à proposer leur logement et de moins en moins de personnes qui devront en bénéficier. Merci Emeline Fallompin d'être passée une bonne année 2026. Merci, vous également. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Plus belle Massart du côté de Pont-Valin. Au revoir.